Et là, t'es qui, toi? Bilbon Saquet, un Cambro, un hobbit. Un cambroussard hobbit. Et ça se mange, ça? Cette scène, c'est vraiment la toute première épreuve de Bilbon. Ah oui? Il se fait capturer par des trolls affamés qui débattent très sérieusement de la meilleure façon de le cuisiner. C'est ça, avec ses compagnons nains. C'est un moment qui est à la fois terrifiant, mais en même temps, il y a un côté absurde. C'est complètement absurde, oui. Et ça donne parfaitement le ton de l'aventure, je trouve. Tout à fait. C'est pour ça que Le Hobbit de J.R.R.R. Tolkien, en fait, ce n'est pas simplement un conte de fées sur des dragons et des trésors. Non, C'est en réalité le récit d'une crise existentielle, on pourrait dire. une crise existentielle. Oui, comment le confort, la routine, toutes nos petites certitudes peuvent être pulvérisées pour révéler une force intérieure qu'on ignorait totalement posséder. Tolkien, qui est un grand spécialiste des mythes et qui a été marqué par la guerre, a imaginé un monde où le vrai courage, eh bien, ce n'est pas celui des grands guerriers. Non, c'est celui... C'est celui de la plus petite des créatures face à un choix moral. C'est une excellente façon de voir les choses. Et cette idée de transformation, c'est vraiment le fil rouge de toute l'histoire. Exactement. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. On va suivre Bilbo pas à pas, voir comment chaque épreuve le façonne, et puis mettre en lumière les thèmes profonds que Tolkien a cachés sous l'apparence d'un simple récit. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est une plongée qui, on l'espère, vous donnera une nouvelle appréciation de cette œuvre. Alors, justement, commençons. L'histoire démarre dans un trou de hobbit. Pas n'importe lequel. Non, Cul-de-sac, la demeure de Bilbon Saquet. C'est un hobbit qui aime son confort, sa routine, sa vie bien prévisible. Le livre nous les décrit comme ça, les hobbits. De petites créatures pacifiques, qui adorent la bonne chair et qui considèrent l'aventure comme une chose source d'ennui. C'est ça. Bref, c'est l'anti-héros par excellence. Mais ce qui est fascinant, c'est que Tolkien installe tout de suite un conflit en lui. Ah oui, déjà. Oui. Il y a le côté Saké, qui incarne cet amour du confort, de la sécurité, et puis il y a son côté Touk, hérité de sa mère. L'étincelle d'aventure. Exactement. Une étincelle, un désir d'aller voir ce qu'il y a derrière les collines. Et toute sa vie, le côté Saké a dominé, mais cette étincelle, elle est toujours là, prête à s'enflammer. Et ce qui va l'attiser, ça frappe à sa porte. D'abord, c'est Gandalf, le magicien. Bien sûr. Et puis, c'est une invasion chaotique. 13 nains, bruyants, affamés, menés par le fier taurin écu de chêne. Oh là là, le chaos chez lui. Ils lui exposent leur quête, reconquérir leur royaume et son trésor, volé par le dragon Smaug. Et, à la surprise générale, et surtout à la sienne, Bilbon est engagé. Comme cambrioleur. Comme cambrioleur. C'est une expulsion violente de sa zone de confort. Je veux dire, son acceptation, c'est presque un accident. Il est piqué au vif quand les nains doutent de lui. C'est vrai. Son côté Touk, vexé, prend le dessus une fraction de seconde et il se retrouve embarqué dans une aventure qu'il regrette presque aussitôt le lendemain matin. L'aventure démarre à peine et le voilà déjà face à ces fameux trolls. Sa première tentative de cambriolage, c'est un échec spectaculaire. C'est un fiasco total. Il manque de faire dévorer tout le groupe. Ils sont sauvés uniquement par la ruse de Gandalf, qui imite les voix des trolls pour les faire se disputer jusqu'au lever du soleil. Et hop, ils sont transformés en pierre. Exactement. Et c'est dans leur butin qu'ils trouvent des épées elfiques. Juste après, ils trouvent refuge à Fontcombe, où le sage Elrond déchiffre des runes sur leur carte, révélant une entrée secrète dans la montagne. Et ce moment est charnière. C'est le premier échec de Bilbon, c'est vrai, mais c'est aussi la première fois qu'on voit que dans ce monde, l'intelligence et la ruse peuvent l'emporter sur la force brute. C'est un thème qui va définir Bilbon. Oui, tout à fait. Et Fontcombe, c'est une bouffée d'air. Ça introduit une dimension de grandeur, de sagesse, qui contraste avec le pragmatisme un peu bourru des nains. On sent que l'enjeu est plus grand qu'un simple tas d'œufs. Mais ce répit, il est de courte durée. En traversant les monts brumeux, ils sont capturés par des gobelins. Pendant la fuite, Bilbo prend un coup, il perd connaissance et il est abandonné dans le noir. Seul. Seul, c'est là que tout bascule. En tâtonnant dans le noir absolu, sa main tombe sur un petit anneau de métal froid. Et peu après, il rencontre Gollum. Une créature étrange, misérable. Et pour survivre, il doit se prêter à un jeu mortel, un concours d'énigmes. La tension de cette scène, elle est incroyable. Il faut s'imaginer un hobbit, seul, dans le noir complet, désarmé, face à une créature dont on ne sait rien sauf qu'elle a l'air d'avoir faim. Oui, Que faire dans cette situation? Ce n'est pas un combat de force, c'est impossible pour un hobbit. C'est un pur duel d'esprit. C'est le terrain de jeu parfait pour lui finalement. il gagne. Mais sur une question qui n'en est pas vraiment une. Qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Gollum ne trouve pas.
C'est en essayant de s'échapper que Bilbo enfile l'anneau par hasard et découvre son pouvoir. L'invisibilité. Il devient invisible. Il suit Gollum jusqu'à la sortie, et là il se retrouve face à un choix terrible. La créature bloque le passage. Il pourrait la tuer. Ce serait le plus simple. Mais en voyant la misère de Gollum, il est saisi de pitié, et il choisit de sauter par-dessus sa tête pour s'enfuir. C'est le tournant moral du livre. Cet acte de pitié qui semble anodin, c'est en réalité l'acte le plus héroïque de Bilbon jusqu'à ce point. Un nain l'aurait tué sans hésiter. C'est certain. Mais Bilbon, lui, agit par compassion. Et c'est cet acte qui le définit. Mais il y a aussi une première ombre au tableau. Laquelle? Quand il retrouve les nains, il leur cache la véritable nature de sa découverte. Il prétend avoir gagné l'anneau au jeu. C'est son premier secret, une petite corruption? Peut-être. Déjà une première influence subtile de l'anneau lui-même. C'est une bonne remarque. Grâce à son invisibilité, Bilbon rejoint les nains et les impressionne en apparaissant de nulle part. Sa réputation change. Mais les ennuis reviennent vite. Ils sont pourchassés par les gobelins et les wargs. Alors que tout semble perdu, Les grands aigles. sauvé en extremis par les grands aigles. On pourrait se dire que c'est une facilité scénaristique, non? Oui, certains le disent, mais chez Tolkien, ce n'est jamais anodin. Les aigles ne sont pas des taxis, ils représentent une sorte d'intervention presque providentielle. Leur arrivée suggère que la quête, même si elle semble concerner un trésor, s'inscrit dans un plan beaucoup plus vaste. Intéressant. Gandalf les conduit ensuite chez Beorn, un homme mystérieux capable de se changer en ours. Puis le magicien les quitte à l'orée de la forêt noire, Mirkwood. Avec un avertissement très clair. Ne jamais quitter le sentier. Bien sûr. Et Mirkwood, c'est l'épreuve suivante. Et elle est avant tout psychologique. C'est une forêt maléfique. L'obscurité, la faim, la désorientation. Tout est fait pour briser leur morale. Et bien sûr, les nains désespérés finissent par désobéir. Et c'est là que le héros en Bilbon émerge pour de bon. Les nains sont capturés par des araignées géantes. Seul, invisible grâce à son anneau, Bilbon doit puiser au fond de lui-même. Il utilise sa ruse, son courage et sa petite épée qu'il baptise Dar. Et elle les sauve. Il sauve toute la compagnie. C'est son premier acte vraiment héroïque, en solo. Mais à peine libérés, ils sont faits prisonniers par les elfes des bois. C'est le grand tournant du personnage. Il n'est plus le fardeau du début. Il devient le sauveur, le cerveau du groupe. Chaque succès renforce sa confiance. Il commence à maîtriser les événements. Exactement. Le côté Touk a définitivement pris le dessus, mais avec une intelligence et une maturité nouvelles. Face à l'emprisonnement chez les elfes, c'est encore lui qui trouve la solution. Il conçoit un plan d'évasion audacieux, cacher les nains dans des tonneaux vides qui sont jetés dans la rivière. Un plan complètement fou. Mais ça marche. Le courant les emporte jusqu'à Lagviv, et là, surprise, grâce à une vieille prophétie, ils sont accueillis en héros. C'est un moment d'euphorie, mais c'est aussi un piège. La prophétie monte à la tête de Thorien. Il se voit déjà roi. C'est le début de la fin pour lui. C'est le début de ce que Tolkien appellera la maladie du dragon. Ils atteignent enfin la montagne solitaire. Ils trouvent la porte secrète, et c'est Bilbon, le cambrioleur, qui doit y aller, seul. Il descend dans l'obscurité et découvre l'antre de Smaug. Un spectacle à la fois magnifique et terrifiant. De l'or, des joyaux à perdre de vue, et le gigantesque dragon qui dort dessus. Il vole une coupe, mais surtout, il engage la conversation avec le dragon. Et on peut se demander pourquoi un dragon aussi puissant prendrait le temps de discuter avec un cambrioleur minuscule. Ne pourrait-il pas simplement le griller sur place? C'est une excellente question. C'est le piège de l'ego. Smaug est l'incarnation de l'arrogance. Il est tellement sûr de sa supériorité qu'il ne peut résister à l'envie de jouer avec sa nourriture, de prouver son intelligence. Et ses paroles sont un poison. Ah oui, il est manipulateur. Extrêmement. Il sème le doute dans l'esprit de Bilbon. Il insinue que les nains vont le trahir, que Thorin est aussi avide que lui. C'est une tentative de le corrompre de l'intérieur. Mais pendant cet échange, Bilbo remarque quelque chose de crucial. Une petite faille dans l'armure de gemme sur le poitrail du dragon. Une information vitale. Furieux, Smaug quitte la montagne pour aller détruire Lagvill. Qu'il accuse d'avoir aidé les intrus. La destruction de Lagvill est terrible, mais Smaug est finalement tué. C'est Bard, un archer, qui décoche la flèche fatale. Il a été informé de l'existence de la faille par une grive, qui avait entendu Bilbon en parler. La mort du dragon devrait être la fin de l'histoire, mais en réalité, c'est le début du vrai conflit. Exactement. Le trésor est sans gardien,
et la cupidité se réveille. Les survivants de Laqueville et une armée d'elfes marchent vers la montagne pour réclamer une part du trésor. C'est une demande légitime. Oui, bien sûr. Mais Thorin, se proclamant roi sous la montagne, est complètement consumé par cette maladie du dragon, une cupidité maladive. Il refuse de partager ne serait-ce qu'une pièce et se barricade. Bilbon est horrifié par cette transformation. Lui qui a secrètement trouvé la gemme la plus précieuse, l'Arkenstone, que Thorin désire plus que tout. Le cœur de la montagne. Et pour éviter une guerre, il prend une décision incroyablement courageuse. Il se faufile hors de la montagne et donne la pierre à Bard et au roi elfe. Pour qu'il s'en serve comme monnaie d'échange. C'est sans doute son acte le plus héroïque. Il ne s'agit plus de combattre un monstre, mais de faire preuve d'un courage moral exceptionnel. Il risque tout. Tout. La colère de Thorin, l'amitié des nains, sa vie. Et pas pour un trésor, mais pour faire ce qu'il estime juste. C'est le triomphe de la sagesse hobbit sur l'avidité des rois. Thorin est fou de rage, il le bannit. Et au moment où les armées s'apprêtent à s'affronter, Gandalf réapparaît. Avec de mauvaises nouvelles. Une immense armée de gobelins et de wargs arrive. Les ennemis d'hier doivent s'unir. C'est la bataille des 5 armées. La bataille est féroce. Thorin sort de sa folie, mène une charge héroïque, mais il est mortellement blessé. La victoire est assurée par l'arrivée des aigles et de Bjorn. Et avant de mourir, Thorin se réconcilie avec Bilbo. Ces derniers mots sont magnifiques. Il dit à Bilbo « Si un plus grand nombre d'entre nous préférait la nourriture, la gaieté et les chansons aux entassements d'or, le monde serait plus rempli de joie. » Il a compris, mais trop tard, la sagesse simple du hobbit. Le trésor est partagé. Bilbo, lui, ne demande qu'un petit coffre, assez pour entrer chez lui. L'or ne l'intéresse plus. Il a compris que la vraie richesse était le voyage, l'amitié, la découverte de qui il était vraiment. Bilbo rentre enfin chez lui avec Gandalf. Il n'est plus du tout le même. Et l'ironie finale, c'est qu'en arrivant, il découvre qu'il a été déclaré mort et que ses voisins vendent ses meubles aux enchères. C'est l'ultime humiliation. Vous survivez à des trolls, des gobelins, un dragon, pour vous faire voler votre collection de cuillères par votre cousin. Ça ramène très vite à la réalité. Il récupère sa maison, mais il a perdu sa réputation de hobbit respectable. Mais ce qu'il a perdu en confort social, il l'a gagné en sagesse, en connaissance de lui-même. Il a vu le vaste monde. Il ne peut plus revenir en arrière. Pour résumer, on est parti d'un hobbit casanier qui craignait l'aventure et on arrive à un héros qui, par sa ruse, son courage moral, a changé le destin d'une région entière. C'est un voyage qui l'a transformé pour toujours. L'histoire de Bilbon est fascinante parce qu'elle inverse le modèle du héros. Tolkien nous dit que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur sur un champ de bataille. C'est la capacité d'agir malgré elle, de faire un choix moral difficile, seul, dans le noir. Et pour finir, une pensée à méditer. Au début de son aventure, dans un tunnel sombre, Bilbon a fait preuve de pitié envers Gollum, un choix qui semblait alors presque insignifiant. On pourrait se demander comment ce simple geste de compassion, cet acte qui n'a rien à rapporter, pourrait-il, des décennies plus tard, s'avérer être l'acte le plus important de toute l'histoire de ce monde et finir par en influencer le destin tout entier.